Je suis retraité depuis 2013 et puis bon, sinon j'ai eu une carrière dans l'entreprise, des entreprises concurrentielles. Donc j'ai commencé au Boston Consulting Group à faire des conseils, puis ensuite je suis passé dans les bateaux à voile, Beletto, j'ai fait 6 ans dans les cantines, reste, et 25 ans comme PDG d'Essilor. Au départ, c'est une coopérative ouvrière, donc l'entreprise était possédée par le personnel. Et elle a fusionné en 1973 avec complètement son inverse, c'était une filiale de Lissac, le magasin Lissac, possédé par une seule personne. Et donc, ils ont fait la fusion et donc c'est en 1973 qu'est né Essilor. Donc Essilor était une toute petite entreprise, à peu près 10e mondiale, puisque c'est un métier qui était tenu par les Allemands et les Japonais. Et puis en fait, là, il y avait, dans la corbeille de mariage d'Essilor, il y avait 2 produits géniaux, qui étaient le verre progressif qui venait d'Essel, et le verre organique, le verre plastique, qui venait de Essilor. Et grâce à ces 2 inventions, l'entreprise est devenue leader mondial. D'abord, moi je m'inscris dans une histoire. Donc je suis rentré en 90. Donc déjà, Essilor était déjà assez mondialisé parce que les 2 produits que j'avais évoqués avaient commencé à quand même faire des petits bébés. Il y avait notamment déjà des débuts de société aux États-Unis. Il y avait une usine aux États-Unis. Et puis au Japon, ils avaient fait une joint venture avec le japonais Oya. Moi, la période que j'ai connue, c'était une croissance énorme. Disons, un passage en force pour devenir leader mondial. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Il faut du temps. Il faut entre 25 et 50 ans au moins pour monter une entreprise solide, si vous voulez. Alors après ce qui est intéressant, c'est que il faut être fort dans tous les pays. Le métier d'Essilor, c'est un métier qui est un métier dans lequel la distribution compte beaucoup. À la fois production et distribution. Donc il faut être dans tous les pays. On ne peut pas se permettre d'avoir une grosse usine à arroser tout le monde. Il faut des implantations solides. Donc ce qui a été passionnant, ça a été la conquête de leadership dans les pays. Et on est en fait leader dans tous les pays, sauf au Japon, on est numéro 2. La confiance, c'est un concept très intéressant parce que c'est la confiance en soi d'abord. Donc chaque personne doit avoir confiance en elle. Et quand vous êtes leader mondial, chaque employé doit être top mondial. Donc pour être top mondial, il faut avoir confiance en soi. Et le deuxième concept intéressant, c'est qu'il faut avoir confiance dans l'autre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance dans les autres. Ils peuvent travailler que s'ils sont tout seuls. Et ça, en entreprise, ça ne marche pas. Donc il faut entraîner les gens à avoir confiance dans l'autre. Et puis la troisième dimension, c'est quand on a des gens intelligents, et surtout les Français, il faut une bonne stratégie. Parce que si vous envoyez des Français dans une mauvaise stratégie, ils désobéissent tout de suite. Et donc le miracle de la confiance, c'est d'arriver à avoir les 3. Et quand on a les 3, l'exécution des stratégies se fait très simplement. Donc c'est pour ça que je pense que les 2 piliers fondamentaux de la management, c'est une bonne stratégie et la capacité de créer confiance. Déjà, il faut du temps, parce que faut la créer d'abord et la faire durer. Donc c'est très difficile, c'est de faire durer. Très facile de briller, beaucoup plus dur de durer. Alors après, c'est tout un savoir-faire. Bon, faut être beaucoup sur le terrain. Il faut beaucoup former les gens. Après, un truc qui a beaucoup joué chez nous, c'est l'actionnaire salarié, c'est que les employés avaient des actions. Et donc, comme ils avaient des actions, ils avaient droit à de la bonne info sur la stratégie. Et alors le truc important, c'est que le patron était responsable de l'argent de ses employés. Donc ça crée une relation assez spéciale puisque l'employé peut dire au boss, qu'est-ce que tu as fait de mon fric? Donc là, je pense que c'est un élément très important de créer la proximité entre le terrain et la tête. Et à la limite, il n'y a même plus de distance. Parce que quand l'employé peut demander des comptes à son patron, à ce moment-là, vous rééquilibrez tout. Ça fait des boîtes horizontales. Donc c'est pour ça que je pense que ce truc-là, ça a été sûrement une des clés. D'abord, la stratégie a comme un minimum de technique à acquérir, mais ce n'est pas une technique très compliquée. Et la meilleure preuve, d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui sont sans formation, qui ont fait des boîtes gigantesques. Donc, c'est pas des trucs très très compliqués à apprendre. D'abord, il faut comprendre les principes d'action et réaction. C'est-à-dire que quand vous avez une action, en fait, vous provoquez une réaction. Et la réaction est d'autant plus forte en sens inverse qu'elle a mis du temps à se monter. Et il faut attendre l'effet de la réaction pour savoir si l'action est bonne. Donc dès qu'on a commencé à comprendre qu'il y a des actions et des réactions, on commence à comprendre qu'on dépend du concurrent. Et la clé de la stratégie, c'est d'être capable de deviner le jeu du concurrent. Les erreurs, c'est les personnes. Je sais, ça c'est ma faiblesse, je fais trop vite confiance et
Et donc, je pense pas, bon, c'est peut-être un peu crâneur, je pense pas qu'il y ait eu d'erreur de stratégie. J'étais bien aidé par les équipes, hein, parce que la stratégie, c'est pas le grand boss qui décide comme ça, hein, c'est un échange. Donc, si la stratégie est bonne, c'est parce que les équipes, on les a construites avec elle. Parce que l'équipe, elle est là, c'est un va-et-vient, hein. Un va-et-vient, ça boucle. Et puis, à un moment donné, tout le monde est d'accord, pof, on a la stratégie. Donc, c'est pas le grand boss qui la donne. Par contre, ce qu'il faut savoir faire, c'est créer le climat qui permet de discuter stratégie, d'évoquer. Vous voyez, il faut que tout le monde, les gens n'aient pas peur de dire ce qu'ils pensent. Et puis par contre, moi, c'est sur les personnes parce que je fais trop vite confiance. Et donc, je compensais ça avec un DRH qui me disait, Xavier, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Là, vous vous plantez totalement, je vous le dis. Puis voilà, et ça se répare. Ça, c'est les sujets les plus compliqués. En fait, je vais vous dire, le vrai truc, là, il faut faire de la finance. Hein, c'est pour ça que j'insiste beaucoup l'importance des profs de stratégie. C'est que le gros truc dans une entreprise, c'est de caler l'ambition avec les moyens. Vous comprenez très bien que s'il y a la parabole, il y a l'histoire de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, il y a des moments donnés, il ne faut pas mettre l'entreprise sur des enjeux trop lourds, notamment sur ses finances. Parce que si elle a une taille, elle a des capitaux propres, des capacités d'endettement, donc elle a un potentiel. Il ne faut ni la mettre sur quelque chose de trop gros, parce qu'à ce moment-là, elle va se confronter, elle est trop gros, elle va se faire ratiboiser. Il ne faut pas la mettre non plus sur les trop petits challenges, parce que ça, c'est de l'énergie perdue. Donc le bon dosage, ça, c'est vachement difficile. Parce que vous avez non seulement le dosage, mais la vitesse. Et ça, c'est très très compliqué. Alors ça dépend des concurrents. Et donc la clé est toujours de dire quels sont les concurrents. Est-ce qu'ils sont plus forts que moi? Est-ce qu'ils sont vraiment trop petits? Est-ce que je suis capable de taille à relever les challenges? C'est ça le sujet. Et donc ça veut dire qu'il faut connaître la finance des concurrents, il faut connaître les capitaux propres des concurrents, le mode de management, le tempérament des concurrents. Et on en revient toujours à ça. On en revient toujours à la concurrence. Quel concurrent je me choisis? Il y a un point très très important, c'est accepter la chance aussi. Moi je ne vous dirais pas qu'on est arrivé leader mondial par chance. Personne ne me dira ça. Mais la chance a beaucoup beaucoup joué. Quand on prend toute l'histoire, le nombre de fois où il y a eu quand même un petit coup du destin, un petit coup de pouce du destin, c'est très nombreux.